Poursuivons notre réflexion sur l'animal dans la bête humaine de Zola, et sur cette question, la bête humaine est-elle un oxymore? Nous allons voir maintenant une troisième partie de cette réflexion. L'animal apparaissant comme une menace, comme on l'a vu, puisque synonyme ici de violence, d'amoralité, de primat de la jouissance et de l'individu, peut-on lutter véritablement contre la bête, au cœur de la civilisation ou en nous? Peut-on lutter contre cette réalité dangereuse qui pourrait menacer l'individu? Première sous-partie de cette grande partie, le progrès. Le progrès ne serait-il pas finalement l'antidote qui nous permettrait de nous éloigner de ce stade animal, de cette bestialité primitive marquée par la violence, par l'immoralité finalement des rapports humains et par le rapport de force? On pourrait dans un premier temps voir dans le roman le caractère salvateur du progrès, notamment dans la relation entre Jacques et la Lison. Puisque lorsque Jacques décrit sa relation à la Lison, à la locomotive, il se décrit comme étant véritablement une relation qui l'apaise et qui l'aide à vivre ce mal héréditaire qu'il ressent en lui. Comme ici, par exemple, il ne vivait tranquille, heureux, détaché du monde que sur sa machine. La machine l'aide véritablement à prendre du recul vis-à-vis de cette violence destructrice qu'il ressent en lui. Quand elle l'emportait, la Lison, dans la trépidation de ses roues à grande vitesse, quand il avait la main sur le volant du changement de marche, pris tout entier par la surveillance de la voie, guettant les signaux, il ne pensait plus, il respirait largement l'air pur qui soufflait toujours en tempête. On a ici une description de l'état physique et psychologique de Jacques lorsqu'il conduit sa locomotive, et vraiment cette image que c'est un personnage complètement absorbé, physiquement et psychologiquement, par son travail, par l'intensité de ce qu'il vit, à la fois bien entendu par les secousses physiques et le fait que c'est un métier extrêmement physique qu'il vit, au grand air, complètement à l'extérieur, et avec la violence des chocs qu'il ressent physiquement en étant dans la locomotive, mais également par le fait que cette activité lui demande une concentration évidemment totale pour éviter les risques, vu la vitesse à laquelle il va, et vu qu'un certain nombre de choses évidemment ne sont pas automatisées et qu'il doit absolument veiller à la sécurité de tous les passagers. Donc on a bien cette image que finalement la Lison le protège contre ce mal héréditaire en mobilisant la totalité de son être, de ses sensations, de sa réflexion sur un point extrêmement précis, et ce qui lui permet véritablement d'échapper à cette violence destructrice qu'il ressent parfois en lui. Le narrateur décrit même ici la relation de Jacques à la Lison comme une relation amoureuse, et c'est pour cela qu'il aimait si fort sa machine, à l'égal d'une maîtresse apaisante, dont il n'attendait que du bonheur. Vous avez pu l'observer à plusieurs reprises dans le roman, la relation entre Jacques et la Lison est décrite véritablement comme une relation de couple, et qui lui permet, en effet ici, une relation d'apaisement par rapport au mal qui le guette. On pourrait donc penser dans un premier temps que le progrès est véritablement ce qui va permettre la survie ou de sauver du moins les personnages de cette animalité destructrice. Or, la situation est plus complexe que cela dans le roman, puisque le progrès n'est-il pas lui-même animalisé? Si on regarde les choses un peu de près, on peut voir que la Lison elle-même, qui est décrite comme on vient de le voir parfois comme une femme finalement, comme une maîtresse, est également décrite comme un animal, comme cette autre bête, fidèle, qui ensuite va mourir. On le remarque tout d'abord, par exemple, dans la façon dont elle est décrite lorsqu'elle lutte contre la neige. Comme ici, elle se releva d'ailleurs, la machine ronflait, crachait, comme une bête qu'on surmène, avec des sursauts, des coups de rein, où l'on aurait cru entendre craquer ses membres. À plusieurs reprises, en effet, et notamment ici dans la neige, dans l'épisode de cet accident dans la neige, la Lison est décrite comme un animal, souvent comme un cheval, que Jacques va essayer de dompter,
d'écouter également pour ne pas l'abîmer, pour ne pas la détruire, mais de dompter pour qu'elle ait la puissance de lutter contre la neige. Et on le retrouve ici, vous voyez, dans cette assimilation, à partir de la comparaison avec la bête, ici, cette image finalement d'une vie dans la lison, d'une existence propre. Hein, l'animal ici comme un autre être vivant, véritablement. Comme cette sensation que la machine est animée d'une sorte d'âme euh, et n'est pas seulement un assemblage de rouages et de mécanismes. Et ici, que la machine a une véritable ténacité pour lutter contre l'adversité, ici contre la neige. Un autre passage évidemment est révélateur de cette assimilation de la lison à une bête, c'est la mort de la lison. Lors de l'accident, si vous vous souvenez, provoqué par Flore. Elle n'était point coupable de s'être montrée rétive, car, depuis sa maladie contractée dans la neige, il n'y avait pas de sa faute si elle était moins alerte. Aussi lui pardonnait-il volontiers, débordé d'un gros chagrin, à l'avoir blessée à mort, en agonie. Donc vous voyez bien ici que l'on a l'assimilation d'une machine à un être vivant et d'une machine plutôt à un animal dans la relation de l'homme à l'animal, dans une relation de domestication finalement, que l'on a ici. Elle avait la fin tragique d'une bête de luxe qu'un accident foudroie en pleine rue. Donc on a véritablement cette image que le progrès finalement n'est pas exempt de cette identité animale et que la machine elle-même peut être un animal, avec la complexité de la relation entre l'homme et l'animal que Jacques tisse avec la lison, relation de domestication, de domptage et d'écoute, d'affection également, puisqu'il est dévasté à la vue de la mort de la lison. Dans le prix accordé à cette machine, hein, ça n'est pas un objet anodin, c'est une véritable bête de luxe. Donc il y a vraiment un accent sur ce personnage qui est véritablement un personnage à part entière, hein, dans le roman, et non pas juste un élément de décor ou un personnage secondaire. C'est véritablement un personnage extrêmement important, qui met en valeur donc cette figure du progrès, et complexifie encore, vous voyez bien, les relations entre l'homme et l'animal, entre la civilisation et l'animal. Ici, il n'y a pas une opposition radicale, bien au contraire. Autre exemple significatif au moment de l'agonie, hein, la véritable agonie de la lison, un instant, on avait pu voir par ses entrailles crevées fonctionner ses organes, et son âme s'en allait, avec la force qui la faisait vivante, cette haleine immense dont elle ne parvenait pas à se vider toute. La géante éventrée s'apaisa encore, s'endormit peu à peu d'un sommeil très doux, finit par se taire. Elle était morte. Donc vous voyez, dans tout ce passage, on a véritablement une métaphore filée qui personnifie bien entendu la lison et une assimilation à un être vivant grâce à ses organes, ses entrailles, toute une identité physique extrêmement forte, cette haleine, qui l'assimile à une sorte d'animal finalement qui est en train de mourir et qui est extrêmement présente avec des termes bien entendu comme s'endormir, s'apaiser. La mort, elle était morte, hein, qui suppose bien entendu la vie auparavant. Donc qui suppose que la lison n'est pas qu'une machine qui ne fonctionne plus, mais qu'une machine qui avait une âme, comme il est dit ici. Donc là, on peut aussi le rattacher à toute une réflexion, vous savez, sur l'identité de l'animal. L'animal est-il quelque chose doué de vie et doué d'une âme, ou uniquement doué de vie, mais qu'est-ce que la vie mais pas véritablement d'âme, hein, on pourra y revenir bien entendu, mais il y a ici cette identité que la machine est une sorte d'animal, doué à la fois de vie et d'une âme, qui s'en va au moment de la mort, et non pas de la défection. Vous voyez que ce n'est pas seulement un objet cassé, c'est un objet mort, hein, que l'on a ici. Enfin, la dernière citation de ce point de vue-là, elle ressemble alors à l'affreuse tristesse d'un affreux cadavre humain énorme, de tout un monde qui avait vécu, et d'où la vie venait d'être arrachée dans la douleur.
Donc il y a véritablement ici même une animalisation de la Lison qui se transforme en cadavre humain, qui évidemment va bien au-delà de la simple représentation d'une locomotive qui est en train d'être détruite et de ne plus fonctionner définitivement. Enfin, un dernier exemple qui me semble représentatif, c'est le dénouement du roman. Si vous vous souvenez, cette fois-ci la Lison donc est morte, vu les termes du romancier et du narrateur, mais on nous parle d'une autre machine que conduisaient Jacques et son mécanicien, et tous les deux vont, si vous vous souvenez, mourir dans leur affrontement. La machine va partir seule et continuer sa course folle. Ici, les derniers mots finalement du roman, qu'importaient les victimes que la machine écraserait en chemin, n'allait-elle pas quand même, à l'avenir, insoucieuse du sang répandu, sans conducteur, puisque donc les deux conducteurs sont morts, au milieu des ténèbres, en bête aveugle et sourde, qu'on aurait lâchée parmi la mort, elle roulait chargée de cette chair à canon de ces soldats, déjà hébétés de fatigue et ivres, qui chantaient. Donc on a, pour conclure le roman, cette image de cette force, de cette machine, de ce train lancé à toute vitesse, sans conducteur, qui va à l'avenir et qui va visiblement à la boucherie, qui va non seulement à la destruction probable, à l'accident, puisque cette machine n'est plus du tout contrôlée, dans lequel aussi il y a des soldats qui vont à la mort, qui vont à la bataille, et très certainement au désastre, qui ne sont plus que de la chair à canon. Donc vous avez bien cette image-là, finalement, que le progrès n'est pas un véritable antidote, le progrès est une sorte de force enthousiasmante, peut-être fascinante, extrêmement puissante, mais ici, sans conducteur, une sorte de force aveugle qui, en bête aveugle et sourde, va à la mort, finalement, et peut-être tout aussi destructrice que bénéfique. Donc on a cette image-là en double teinte qui permet de montrer la complexité de l'idée même de progrès et qui permet d'assimiler même cet objet symbolique qu'est la locomotive à une sorte de bête aveugle, sourde, vous voyez, qui n'entend rien, qui n'est plus du tout domptée par l'homme, puisque l'homme n'est plus là, et qui va au désastre, véritablement. Nous avons donc vu dans cette troisième partie, dans cette première sous-partie, une interrogation sur le progrès. Pourrait-il permettre, finalement, de contrôler, de juguler, voire de détruire cette puissance, cette animalité en l'homme et entre les hommes, qui pourrait être dangereuse pour l'individu et pour la société. Or, ici, comme on l'a vu, le progrès peut dans un premier temps apparaître salvateur, puisqu'il permet notamment à Jacques des certains moments de répit, finalement, mais le progrès lui-même est animalisé et semble avoir une réalité ici bien plus complexe, ne pas être uniquement dominé par la raison, ne pas être uniquement un facteur positif d'émancipation, mais pouvoir être, évidemment, selon la façon dont on va s'en servir, destructeur ou bénéfique, de même que possédant une sorte d'âme, d'autonomie, qui peut sembler terrifiante ou du moins inquiétante. Dans notre interrogation sur la bête humaine est-elle un oxymore, nous voyons bien ici toute la complexité du roman de Zola qui traite de l'animal, et non pas seulement à l'échelle de l'individu, du cœur même de ce qu'il ressent, mais aussi dans les relations entre les hommes, et même de la part d'animalité finalement du progrès.